Bonjour à tous, je suis ravi de vous faire cette présentation, préparée avec mon collègue à l'École normale supérieure, Christian Lorenzi. Et donc je vais vous parler des troubles des traitements temporels associés au vieillissement et aux pertes neurosensorielles. Donc je suis moi-même chercheur en Belgique à l'Université de Gand. Alors ma présentation va être en 3 temps, je pense que étant donné les contraintes de temps, on va principalement s'attarder sur les 2 premières parties. Je vais essayer de vous faire une sorte de voyage dans ce qu'a été la recherche en psychoacoustique sur la perception de la parole à travers 2 aspects. Dans une première partie, je vais vous parler de la parole décomposée sous forme de modulation d'amplitude et de fréquence, qui a été l'approche un peu typique dans la communauté psychoacoustique ces dernières décennies. Et puis des approches plus récentes qui considèrent la parole comme une décomposition sous forme de covariation spectrale et temporelle, ces modulations spectrotemporelles. Donc on va démarrer avec ce que réalise le système auditif sur un signal de parole. Par exemple, ici, vous voyez la forme d'onde du logatome ABA. Donc le système auditif, comme vous le savez, va commencer par effectuer, à partir de la cochlée, une analyse fréquentielle de cette forme d'onde. Et donc on voit ici la réponse temporelle à la sortie de différents filtres cochléaires. Et donc on va s'intéresser à l'étape qui vient ensuite, au niveau du codage temporel à la sortie de ces filtres cochléaires, en considérant en fait qu'on a une information qui est véhiculée à 2 échelles temporelles, à partir de 2 porteuses finalement. Une première qui est quelque chose de lent, qui est véhiculée par l'enveloppe du signal à la sortie des filtres, et une information d'oscillation plus rapide, qui est la structure fine du signal, donc vous le voyez décomposé ici. En fait, ces 2 caractéristiques, ces 2 composantes du signal véhiculent en fait des informations différentes que l'on peut approcher, considérer comme des modulations d'amplitude sur la première, sur ces modulations d'enveloppe, des modulations de fréquence sur la seconde, sur ces indices de modulation fine. En fait, si on regarde l'information, si on analyse ces informations de modulation d'amplitude et de fréquence à la sortie des filtres cochléaires, on se rend compte que cette information fluctue à assez basse fréquence dans la parole. On voit ici le spectre de l'information de ces variations de fréquence FM et d'amplitude AM sur une base de données de phrases en anglais, et donc avec des modulations saillantes jusqu'à environ 10 Hz. En fait, c'est une analyse qui a été faite sur un grand nombre de langues et qui montre que de manière très très similaire à travers toutes les langues, ces modulations sont de nature de basse fréquence. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est que le système auditif humain a développé une capacité vraiment particulière pour traiter de ces modulations lentes. Donc sur la base de ces considérations, la technique phare en psychoacoustique a été d'utiliser ce qu'on appelle des vocodeurs, que vous connaissez tous sans doute, pour isoler et manipuler ces indices de modulation d'amplitude et de fréquence, et étudier ainsi leur contribution relative dans la perception de la parole. Donc on voit ici une représentation de temps-fréquence, un spectrogramme du logatome I, prononcé avec une intonation descendante. Et donc on voit à la fois les transitions formantiques, les harmoniques et la hauteur de cet échantillon vocal qui diminue au cours du temps. On va pouvoir faire passer ce signal dans un vocodeur pour manipuler ces indices de modulation d'amplitude et de fréquence que je viens de vous décrire précédemment. Donc on voit ici le principe du vocodeur, qui est un ensemble de filtres passe-bande, exactement de manière analogue aux filtres cochléaires présentés précédemment, à la sortie desquels on va pouvoir extraire, contrôler, manipuler ces informations de modulation d'amplitude et de fréquence. Et reconstruire ensuite, en réadditionnant le signal filtré dans ces différentes bandes, reconstruire un signal reconditionné dans lequel ces indices ont été manipulés. Alors voici ce qui se passe lorsqu'on enlève les informations de fréquence, de fluctuation de fréquence, et qu'on les remplace par un simple son pur, avec une fréquence constante dans chacune des bandes. Donc, avant de vous montrer ceci, je voulais insister sur les 2 paramètres de cet outil, qui sont intéressants pour regarder les contributions relatives de ces indices d'amplitude et de fréquence. C'est à la fois la possibilité de manipuler
les informations de fréquence, de les enlever, de remplacer ces fluctuations de fréquence par des sons constants en fréquence ou des bandes de bruit qui ne varient pas, ou faire varier le nombre de bandes d'analyse au sein de ce vocodeur et qui va changer finalement directement la résolution spectrale de notre analyse et de notre reconstruction. Donc on voit ici une reconstruction dans laquelle on a gardé uniquement les modulations d'amplitude en faisant une analyse avec une seule bande. Donc on voit vraiment une représentation temps-fréquence du signal extrêmement dégradée. On voit qu'en augmentant le nombre de bandes, on affine un petit peu notre représentation, mais qu'on perd de l'information. On perd l'intonation et la structure spectrale. Clairement, les structures formantiques, on peut les réobserver un petit peu quand on utilise un très grand nombre de bandes, mais elles sont vraiment appauvries avec un nombre de bandes limité. Donc, je remontre ici sur un autre exemple ce même effet, où on ne voit plus de formants de structures formantiques, clairement, lorsqu'on filtre ici SHU-4, donc un signal un peu plus long, à travers un vocodeur, en ne conservant que les modulations d'amplitude, avec 1, 2, 3 ou 4 bandes. Et donc là, je vous présente ici les résultats d'une étude pionnière qui a été publiée dans Science il y a déjà un certain temps, dans lesquels les auteurs ont montré que la reconnaissance de la parole, à partir de ces seuls indices de modulation d'amplitude, est possible, avec une très bonne performance, à partir d'uniquement 3 à 4 bandes. On voit qu'on a plus de 80% de bonnes réponses, à la fois pour des consonnes, des voyelles et aussi des phrases. Donc c'est un résultat extrêmement fort qui suggère que l'information spectrale, finalement, et la résolution spectrale ne serait pas nécessaire, que l'information temporelle serait vraiment suffisante, et qui suggère que les porteurs d'implants, finalement, auraient accès à une information parfaitement suffisante pour comprendre la parole. Donc ces résultats ont ensuite été nuancés par des études ultérieures qui ont employé d'autres corpus, également d'autres conditions expérimentales. Et c'est ce qu'on va voir ensemble maintenant. On va revenir à notre exemple sur l'échantillon de parole I, avec l'intonation descendante et notre changement formantique clair, en regardant à la sortie du vocodeur ce qui se passe lorsqu'on conserve ces modulations de fréquence. Et on voit ici qu'à partir d'une seule bande, on a déjà l'information de l'intonation descendante qui va être retranscrite, et qu'à partir d'un nombre de bandes assez faible, on peut reproduire vraiment précisément la transition formantique. Et donc, dans une étude publiée par l'équipe de Zeng en 2005, les auteurs ont fait l'hypothèse que ces informations d'intonation et de structure formantique sont critiques, en fait, dans un certain nombre de situations qui n'étaient pas forcément mises en évidence avec la première étude que je vous ai présentée. Que ce soit pour reconnaître l'identité d'un locuteur, pour distinguer des tons dans des langues tonales, mais aussi avoir accès aux émotions, aux traits sociaux, c'est ces informations qui sont véhiculées par les changements d'intonation et l'information sur la structure formantique et les changements formantiques. Et également, lorsqu'il s'agit de comprendre la parole dans le bruit, lorsque le bruit n'est pas un simple bruit blanc, mais un bruit composé d'autres locuteurs, où là, l'information d'intonation, de structure formantique va devenir extrêmement importante. Et donc, c'est des résultats qui ont été, que je vais vous montrer ici. On va se concentrer sur les résultats dans le dernier cas de figure, la présence de la compréhension d'un locuteur en présence d'un locuteur masquant, avec une étude qui a été faite chez des sujets implantés cochléaires et des individus normaux-entendants. Et donc on voit ici une tâche de compréhension de la parole d'un locuteur femme en présence d'un bruit masquant, avec différents types de bruits, réalisés par ces deux groupes d'auditeurs, donc représentés avec les barres blanches et les barres noires. Donc ce qu'on trace ici, en ordonnée, c'est les seuils de compréhension de la parole à 50% de bonnes réponses, donc c'est ce qu'on appelle le SRT, dans les différentes conditions expérimentales. Donc les plus petites valeurs représentent des meilleurs seuils de compréhension, des plus hautes valeurs, des moins bons seuils de compréhension. Donc on voit clairement des plus hautes valeurs pour les sujets implantés que pour les sujets normaux entendants, mais ce qui nous intéresse particulièrement ici, c'est qu'on voit une performance qui s'améliore, donc des seuils qui diminuent, en fonction de nos trois conditions expérimentales. Et ça démontre vraiment de la contribution petit à petit de plus en plus importante de ces indices de modulation de fréquence pour comprendre
le locuteur en présence d'un autre locuteur. Donc on passe du speech-shaped noise, qui est un bruit qui ne va pas y avoir de structure harmonique et qui va être beaucoup moins masquant, finalement qui se rapproche des premiers résultats qui montraient que l'information temporelle était suffisante, et on voit une contribution bien plus importante, une réduction des seuils, lorsqu'on passe à un locuteur homme masquant, et encore plus important lorsqu'on passe à un locuteur femme masquant, parce que le locuteur cible à comprendre, à détecter, est un locuteur femme. Donc des résultats qui montrent vraiment la contribution de ces indices de modulation de fréquence. Et les auteurs ont utilisé justement cette technique du vocodeur pour essayer de conforter, d'aller plus loin dans l'interprétation de ces résultats en simulant les résultats et les contributions de ces indices d'amplitude et de fréquence chez des sujets normaux-entendants, donc à partir de la technique du vocodeur. Donc on voit ici les résultats dans la deuxième ligne obtenus chez des individus donc normaux-entendants avec le vocodeur en présence uniquement de modulation d'amplitude ou de modulation d'amplitude et de fréquence. Et sur la dernière ligne, le vocodeur utilisé avec un grand nombre de bandes, 32 bandes, et là encore, les résultats avec uniquement les modulations d'amplitude en blanc et les modulations d'amplitude et de fréquence en noir. Donc on voit deux choses sur ces résultats. La première, c'est qu'avec 4 bandes et uniquement des modulations de fréquence, donc si je peux bouger la souris ici, sur ces 3 barres blanches, en fait, on retrouve les résultats des individus implantés cochléaires, avec l'hypothèse justement qu'ils ont accès à un nombre de bandes assez limité et pas d'informations sur les fluctuations de fréquence. Et avec un nombre de bandes important et l'information de fréquence, on voit ici en noir qu'on retrouve les résultats de nos normaux-entendants avec la parole originale, donc dans la condition initiale, ici. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On réplique finalement chez nos normaux-entendants les résultats qu'on avait dans nos deux groupes. Mais ces résultats montrent aussi, à nouveau, d'une autre façon, les contributions de ces informations de fluctuation de fréquence. Et donc on le voit là encore en comparant les conditions, les 3 conditions expérimentales, le speech-shaped noise tout à gauche, où on ne voit pas de différence de performance si on rajoute cette information de fluctuation de fréquence, et à l'inverse, lorsqu'on passe à des locuteurs masquants, on trouve des seuils qui sont plus bas, donc une compréhension améliorée. Et le même résultat lorsqu'on a 32 bandes. Donc d'autres études plus précises sur des aspects spécifiques de résultats ont eu lieu, ont été conduites notamment au laboratoire à l'école normale. Et donc on voit ici les contributions relatives de ces indices de modulation d'amplitude et de fréquence varient en réalité selon la bande fréquentielle considérée. Et donc de manière importante, intéressante pour la réhabilitation, la contribution des modulations d'amplitude véhiculées par l'enveloppe est prépondérante dans les moyennes et les hautes fréquences, alors que les indices de fluctuation de fréquence véhiculés par la structure fine, donc on voit ici en blanc, vont être principalement exploités par le système auditif dans les basses fréquences. Alors la question qu'on peut se poser, c'est comment, ce n'est pas du tout les figures qui devaient être affichées, mais ce n'est pas grave, on va les deviner, comment ces capacités de détection, de traitement des modulations d'amplitude et de fréquence sont affectées par le vieillissement et par les troubles neurosensoriels, les dégradations neurosensorielles. Donc là, je présente des travaux de Nicolas Vallard, que vous connaissez, conduits au laboratoire, un ensemble d'études psychoacoustiques fondamentales qui utilisent vraiment des sons extrêmement simples pour étudier ces phénomènes, des sons purs à 500 Hz, modulés soit en fréquence, donc avec une fréquence qui oscille autour de 500 Hz, soit en amplitude, avec des modulations assez lentes de 2 ou de 20 Hz. Donc ici, c'était simplement pour vous montrer qu'il s'agissait d'un son pur modulé en amplitude ou en fréquence. Et donc, 3 groupes, une étude réalisée sur 3 groupes de sujets. Donc la tâche, c'est de détecter ces modulations d'amplitude, donc la plus petite modulation d'amplitude ou de fréquence détectable par les sujets. Et donc on trace ici ces seuils de détection chez 3 groupes de sujets qui ont été testés. Je reviens sur ma première slide. On voit ici leurs audiogrammes. Des sujets jeunes normaux-entendants, des sujets âgés avec un audiogramme normal, cliniquement normal, et des sujets âgés avec des pertes auditives moyennes à modérées. Donc on voit ici qu'à 500 Hz, les sujets âgés ont clairement un audiogramme qui est le même que les sujets jeunes. Et je vais vous montrer ici donc les seuils de détection. Là encore, les seuils les plus bas sont les meilleurs, en fonction du nombre de modulations qui étaient présentes, donc de la durée du signal, pour ces 2 modulations qui ont été testées, 2 Hz et 20 Hz.
Donc ici, les résultats chez les sujets normo-entendants. On voit que les seuils s'améliorent, les seuils sont meilleurs à 2 Hz qu'à 20 Hz, et les seuils s'améliorent avec le nombre de cycles de modulation disponibles. On voit ces courbes décroissantes, donc avec la durée du signal. Et voici maintenant exactement la même tâche effectuée par nos 2 autres groupes d'auditeurs. Tout d'abord les sujets âgés au milieu, et ensuite les sujets âgés avec une perte neurosensorielle. Donc, les résultats obtenus chez les sujets âgés sans perte aux fréquences testées montrent que l'âge dégrade la capacité un petit peu à détecter ces modulations. Mais en revanche, l'âge et les pertes auditives combinées améliorent cette capacité de détection. Donc, c'est un résultat qui peut paraître paradoxal, en tout cas contre-intuitif, mais qui s'explique notamment par la perte du mécanisme actif cochléaire, qui va entraîner une perte de compression, et donc un rehaussement des indices de modulation d'amplitude du stimulus en entrée, qui vont rendre ainsi sa détection plus aisée. Donc on parle ici des détections de modulation d'amplitude. Il faut tout de même nuancer ce résultat. Si la détection dans notre tâche est plus aisée, il s'agit bien d'une distorsion sur l'enveloppe du signal qui va quand même pouvoir entraîner une dégradation de la reconnaissance de formes plus complexes dans le cas de la compréhension de la parole. Et voici les résultats dans le cadre d'une tâche de détection de modulation de fréquence qui ont été obtenus chez ces 3 groupes d'auditeurs. On observe une dégradation pour les basses fréquences avec l'âge, mais une dégradation encore plus marquée lorsqu'on a âge et perte auditive combinées. Alors le mécanisme à l'origine de cette dégradation, à la fois avec le vieillissement et les pertes cochléaires de la détection de modulation de fréquence, le mécanisme à l'origine de ce déficit n'est pas encore clairement établi, mais de nombreuses études se focalisent sur cet aspect. En effet, c'est cette capacité à extraire des modulations de fréquence qui pourrait expliquer, comme le montrent des études que je vais vous montrer tout de suite, qui pourrait expliquer les variations de performance d'intelligibilité de la parole dans le bruit entre des individus malentendants qui ont des mêmes pertes audiométriques. Donc c'est ce que suggèrent ici, par exemple, les résultats de cette étude menée chez des sujets malentendants avec des pertes moyennes à modérées, où on voit une corrélation forte entre les seuils de détection de modulation de fréquence, donc exactement la tâche que je viens de vous présenter, et les scores de compréhension de la parole dans le bruit, là encore, dans une tâche qui met en avant cette contribution des informations de fluctuation de fréquence, une compréhension de la parole avec un locuteur masquant, donc pas simplement un bruit masquant. C'est une corrélation, ce qui est important de préciser, qui reste significative si on considère l'âge et les pertes audiométriques dans notre modèle. Donc la détection, la capacité à détecter les modulations de fréquence, c'est finalement un facteur additionnel pour expliquer cette variabilité de compréhension dans le bruit. Alors encore plus directement parlant sur cette importance cruciale de la capacité à détecter les modulations de fréquence, c'est qu'on retrouve cette corrélation chez un groupe de sujets, cette fois-ci jeunes, très homogènes, donc on voit environ entre 22 et 24 ans, avec des audiogrammes cliniquement parfaitement normaux, mais qui reportent cliniquement avoir des difficultés de compréhension dans le bruit pour certains, et on a sélectionné ici dans cette étude, ont été sélectionnés dans cette étude, parce que ce n'est pas une étude qu'on a menée, des participants qui ont des capacités de compréhension dans le bruit extrêmement variables. Et donc c'est ce qui est retrouvé ici dans une tâche de compréhension, de reconnaissance de nombres dans le bruit, là encore, avec des nombres prononcés par des locuteurs, un masque qui n'est pas un simple bruit. Et donc on retrouve exactement, et de manière très forte, cette même corrélation entre les seuils de détection de modulation de fréquence et la capacité à comprendre la parole dans le bruit chez ces sujets normo-entendants. Donc voici des résultats sur cette approche de la perception de la parole par les modulations d'amplitude et de fréquence, et je vais maintenant passer à un autre point de vue, c'est considérer la parole à travers ces covariations en temps et en fréquence dans le signal. C'est ce qu'on va voir dans cette deuxième partie. On regarde à nouveau le spectrogramme d'une phrase, la représentation temps-fréquence, « The radio was playing too loudly ». Et on voit clairement, et vous avez tous l'habitude de regarder ce genre de représentation, différentes structures, des covariations en temps et en fréquence à différentes échelles. Si on observe le spectrogramme de cette phrase, on voit clairement des motifs spectrotemporels qui arrivent à une échelle fine, qui est liée à la structure fine du signal et à ses harmoniques.
Et il y a une structure plus large, que j'ai ici encerclée en rouge, qui est formée par la dynamique des mouvements articulatoires, qui va créer cette structure formantique qu'on connaît, mais aussi les transitions formantiques dynamiques liées au mouvement articulatoire. En fait, on peut modéliser simplement ces modulations, ces motifs spectrotemporels, à partir de motifs unitaires, élémentaires, qu'on appelle les modulations spectrotemporelles. Et donc, c'est une manière d'analyser le signal de parole d'une autre façon qu'en le considérant par ces modulations d'amplitude et de fréquence. Et donc, on peut, en fait, projeter notre spectrogramme dans une autre base qu'on appelle le spectre de modulation de notre signal acoustique, qui va nous permettre de représenter notre signal de parole directement sur cette base de signaux élémentaires. Donc techniquement, c'est juste une transformée de Fourier à 2 dimensions de notre spectrogramme. Et donc on retrouve 2 axes sur notre représentation. L'échelle des modulations temporelles, la vitesse des modulations, la cadence temporelle en abscisse, et la résolution spectrale, la cadence spectrale de nos motifs, en ordonnée. Donc si on est à x égale 0, on voit des modulations purement spectrales, il n'y a plus d'informations temporelles, donc des différences de forme spectrale, et lorsque y égale 0, on voit des modulations parfaitement temporelles, donc des modulations d'amplitude sur un bruit large band. Alors en représentant directement le signal de parole dans cette base, on va pouvoir observer plus directement les structures spectrotemporelles qu'on a l'habitude d'analyser, que je vais vous décortiquer un peu avant, à la main sur le signal de parole, sur son spectrogramme. Donc ici, je présente le spectre de modulation obtenu après Moyen-Âge sur 100 phrases. Et on va retrouver 2 zones où l'énergie est importante. Une zone plus haute qui va traduire des modulations fines. On voit, ça va être relié en fait aux harmoniques du signal et donc à ces variations de structure fine. Et la zone qui traduit des variations plus larges en bas, qui est liée au formant, aux transitions formantiques. Et c'est ce qu'on avait observé, soit dit en passant, directement en regardant les modulations d'amplitude. On retrouve des modulations principalement qui ont lieu avec des fréquences temporelles assez basses, entre 1 et 10 Hz. Donc avec cette autre représentation, on retrouve que l'information importante dans la parole est contenue dans des fluctuations à assez basse fréquence. Donc différentes études, travaux en psychoacoustique se sont intéressés à essayer de comprendre la perception de la parole à partir de cette base, de cette représentation du signal dans ce spectre de modulation. Donc je vous montre ici cette première étude pionnière qui a proposé en fait, de filtrer simplement le signal dans cet espace de modulation, reconstruire le signal de parole pour voir finalement comment les différentes zones que l'on peut enlever, filtrer dans cet espace contribuent à différents aspects de la perception de la parole. Donc, je vais vous faire écouter un exemple où on rejette ici les modulations fréquentielles entre 3 et 7 cycles par kilohertz, comme elles sont exprimées. Vous allez voir qu'on perd tout simplement la hauteur de la voix. Lorsque, en revanche, on filtre l'information temporelle pour ne garder que des modulations très basse fréquence, à 3 Hz, on va voir qu'elles sont suffisantes pour comprendre la parole. Et que l'on a conservé les informations d'intonation. Alors en testant comme ça un grand nombre de combinaisons de filtres dans différentes zones, les auteurs ont proposé une sorte de cartographie des fonctions gérées dans cet espace par la perception auditive. Et donc ce qui nous intéresse, nous, c'est la compréhension de la parole. Et on voit ici la zone encerclée en rouge, avec ses contributions importantes dans les basses fréquences, avec des cadences également fréquentielles assez larges. Donc on retrouve un résultat important, c'est que la zone critique pour la compréhension de la parole est contenue dans les variations formantiques, avec des basses cadences temporelles et spectrales. Et donc on retrouve l'idée que les informations de modulation de fréquence, finalement, ne sont pas indispensables, a priori, pour comprendre la parole. Donc finalement, vous l'avez écouté dans le premier exemple, on perd l'intonation, mais on est capable de comprendre la phrase. C'est ce qu'ont montré cette étude. Mais là encore, je vais insister sur le fait que c'est ce protocole choisi qui ne permet pas de mettre en évidence la contribution des informations de fréquence. Des études ont ensuite été menées dans un autre contexte, en présence d'un locuteur masquant, et cette fois-ci, on voit apparaître la zone qui est ici en bleu, liée au genre, qui intervient cette fois-ci qui contribue à la bonne compréhension de la parole. Donc on voit que le protocole choisi est le type de bruit extrêmement
important, critique pour évaluer ces contributions de ces différents indices dans la perception. Alors, ce nouveau cadre de travail permet d'étudier finalement de manière intégrée les contributions des indices temporels et fréquentiels dans la compréhension de la parole. Et un avantage, c'est qu'on va étudier aussi la manière dont le système auditif intègre des modulations qui sont en général corrélées entre différentes bandes fréquentielles. Et c'est ce qu'on ne fait pas, qu'on perd lorsqu'on s'intéresse à des signaux simples, des sons purs, modulés à une fréquence. Ici, on a des modulations large bande, on peut contrôler la largeur de bande, mais on voit des covariations dans ces différents canaux fréquentiels. Donc comment le système auditif intègre cette information, c'est extrêmement important. Et donc on a mené une étude au laboratoire pour essayer de répondre à deux questions. Savoir tout d'abord si les modèles auditifs construits à partir de la compréhension de la perception des modulations d'amplitude sont suffisants pour rendre compte de ce qui se passe dans la perception de ces modulations temps-fréquence, large bande. Et comment, deuxième question, comment les pertes auditives affectent le traitement de ces modulations. Donc c'est une tâche extrêmement simple. Les auditeurs doivent simplement détecter un motif spectrotemporel, une sorte de cible, sur laquelle on vient ajouter un bruit de modulation. Un bruit de modulation parfaitement contrôlé, vous le voyez en dessous, que l'on construit nous-mêmes, qui est composé d'autres composantes, d'autres motifs élémentaires spectrotemporels, d'autres modulations spectrotemporelles, que l'on vient ajouter à chaque essai avec des énergies variables de manière aléatoire. Et donc on voit que notre cible à détecter fluctue, va être plus ou moins facilement détectable en fonction de l'échantillon de bruit qui va être ajouté. Donc c'est une tâche qu'on a menée chez des individus jeunes normaux-entendants et âgés malentendants. Et on est capable, en regardant comment la réponse à chaque essai varie lorsqu'on se situe à un niveau de performance d'environ 75% de détection, comment ça varie à chaque essai, ce qui nous permet de reconstruire ce qu'on appelle le filtre perceptif de nos sujets, de nos auditeurs, dans la tâche. Donc, je les ai tracés ici, ça représente comment chacune des composantes du bruit que l'on a construit influence la réponse des auditeurs, et on voit en abscisse donc, les différentes composantes de notre bruit, avec, au milieu, la composante qui correspond à la cible à détecter. Alors, ces filtres ont une forme particulièrement complexe, parce qu'ils traduisent ils traduisent de tout le filtrage qui est effectué par le système auditif, depuis l'entrée du conduit auditif jusqu'à la prise de décision. Et donc, on va utiliser des modèles auditifs pour essayer de prédire ces filtres. Donc ici, un modèle basé sur le traitement des modulations qu'on a utilisé pour voir s'il était capable de reproduire ces filtres. Et en particulier, à partir de ce modèle, on peut tester des hypothèses sur comment on pourrait comprendre les différences qu'on observe entre les deux groupes à partir de paramètres dans le modèle. Et donc, on a testé si la largeur des filtres fréquentiels en entrée du modèle, donc la résolution cochléaire finalement, serait suffisante pour rendre compte des dégradations observées chez le malentendant. Et la réponse est oui. On voit qu'avec une largeur de bande de 1 ERB, on reproduit très précisément les filtres, donc en ayant un modèle qui prédit les réponses essai par essai données par les auditeurs dans la tâche, et qu'on est capable d'avoir une très bonne prédiction de nos réponses chez les auditeurs âgés malentendants, lorsqu'on a élargi la résolution fréquentielle à 3 ERB. Donc, est-ce que ça suggère qu'il n'y a pas de déficit temporel? Là, on a uniquement une dégradation de la résolution spectrale en entrée. Et la réponse est non, parce que là, je vous ai présenté les résultats à l'échelle des deux groupes d'auditeurs qu'on avait. Mais si on regarde la capacité de ce modèle à prédire nos filtres pour chaque individu, on échoue. Ce qui suggère qu'on a des mécanismes additionnels qui contribuent. Et donc, avec cette approche, on est capable de les isoler pour mieux les identifier. Et donc, ça suggère que, par exemple, il pourrait y avoir des contributions de mécanismes d'intégration centrales et de manière intéressante, pas seulement chez des individus malentendants, mais également chez des individus normaux-entendants. On voit que cette variabilité n'est pas corrélée aux audiogrammes, aux pertes audiométriques. Et donc, très rapidement, parce que je suis déjà trop long, pour résumer, on a vu que les modulations d'amplitude dans la première partie représentent l'indice principal pour comprendre la parole, mais dans des contextes bien particuliers. Les fluctuations de fréquence sont critiques dans des bruits, les bruits de tous les jours, lorsqu'on a des locuteurs masquants. Les pertes auditives et l'âge introduisent des distorsions sur ces traitements d'amplitude et de fréquence, qui est important de comprendre. Et en particulier, les distorsions introduites sur la perception des modulations de fréquence sont critiques parce qu'elles permettent
d'expliquer ce qu'on n'arrive pas à expliquer avec l'audiogramme lorsqu'il s'agit de comprendre la parole dans le bruit. Et la deuxième partie de la présentation montre que finalement, le traitement des modulations spectrotemporelles, c'est une bonne nouvelle, on peut l'approcher avec ce qu'on avait construit comme théorie, comme modèle avec nos modulations d'amplitude. Il pointe vers une dégradation, une conséquence principale liée à la baisse de résolution de nos filtres d'analyse fréquentielle, mais on voit aussi que cette approche permet d'identifier la contribution de facteurs de traitement temporel. Voilà, et donc je vais m'arrêter là. Je pensais faire un mot sur les implications de ce contexte, de ces modulations sur le traitement auditif. J'ai juste terminé sur cette slide volontairement provocative, parce que c'est une étude récente chez le modèle animal qui suggère, donc les auteurs font une interprétation assez forte de leurs résultats, donc c'est chez un modèle animal, ils testent les réponses neurales, ils enregistrent les réponses neurales chez le cochon d'Inde au niveau du colliculus inférieur, et cochons d'Inde normaux entendants, avec des pertes induites par exposition au bruit, et avec une restauration par une aide auditive qui fait soit de la simple amplification, soit de la compression. Et ce qui montre, c'est que les réponses neurales deviennent beaucoup moins discriminables au niveau du nerf auditif chez le cochon d'Inde lorsqu'on fait de la compression. Parce que la compression va introduire une distorsion de ces contrastes spectrotemporels. Donc c'est ce qu'on connaît aussi avec la considération du spectre de modulation qu'il faut prendre en compte dans les aides auditives. Donc avec des études sur le modèle animal qui suggèrent que la compression a bien un effet délétère sur les réponses neurales. Et les auteurs suggèrent même que légèrement amplifier lors de ce cadre de pertes légères à modérées est une technique plus efficace que d'introduire de la compression. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci Emmanuel de votre souci de concision et de la clarté de votre propos. Nous avons eu plusieurs questions et avec Mathieu, nous avons choisi de se limiter à l'une. Dans vos modèles, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de tester, par exemple, de comparer des sujets qui étaient musiciens avec des sujets qui n'avaient pas l'expérience de la musique? C'est une très bonne question. Ce n'est pas un paramètre qu'on a étudié directement, donc je ne peux pas vous répondre. En tout cas, sur les travaux que je vous ai présentés aujourd'hui sur ce traitement des modulations spectrotemporelles, ce n'est pas un facteur qu'on a pris en compte. Qu'est-ce que je pourrais vous dire Pour répondre, je pense, à une question, c'est qu'on a des tâches plus complexes dans lesquelles la variabilité entre des sujets normaux entendants devient extrêmement forte. Par exemple, lorsqu'il s'agit de discriminer deux modulations spectrotemporelles, une montante et une descendante. Il se trouve qu'il y a environ un quart, un tiers des sujets jeunes normaux entendants qui n'arrivent pas à faire la tâche du tout. Donc ça nous interpelle. Donc on est en train, dans ce sens, de considérer les facteurs qui pourraient expliquer pourquoi des sujets jeunes normaux entendants ne sont pas capables de faire cette discrimination, parce qu'on ne peut pas l'expliquer du tout par des troubles a priori auditifs. Et donc là intervient probablement des mécanismes auditifs qui peuvent se mettre en place avec l'entraînement. Et donc on teste l'hypothèse justement que la perception de la musique pourrait aider et favoriser cette discrimination de modulation. Merci beaucoup Emmanuel et encore bravo. Merci.